Ça me fait me rendre compte, Monsieur le maire, que j'ai omis de préciser quelque chose tout à l'heure au sujet des orientations d'aménagement. Je vous ai parlé des orientations d'aménagement sur les secteurs de projet, donc c'est ce qu'on appelle nous des orientations sectorielles, mais on a aussi la possibilité dans un PLU de faire une orientation d'aménagement thématique, et on a prévu d'en faire une sur les liaisons douces, justement, donc la perméabilité du tissu urbain pour les piétons. On est en train de travailler en ce moment au bureau d'études sur toute la zone urbaine, on va dire îlot par îlot, pour trouver des perméabilités, des propositions de connexion. Donc on a déjà eu un échange avec les services sur une ou deux idées, et l'objectif, c'est de vous faire des propositions de façon plus détaillée. Donc ça, c'est en cours. Et ça vient bien agrémenter l'orientation qui est de faciliter les déplacements et développer les liaisons douces. Alors, je reviens sur l'activité économique avec l'activité agricole. Je vous ai dit en introduction qu'on avait rencontré les exploitants. Il y a eu aussi un travail qui a été introduit grâce à cette réunion, qui a été l'actualisation de l'inventaire du bâti agricole. On a quelque chose d'important pour les exploitants, c'est de ne pas se tromper sur la vocation des zonages, puisque l'agriculture ne peut s'exercer suivant le code de l'urbanisme qu'en zone agricole, donc en zone A. Et si les bâtiments agricoles ne se trouvent pas en zone A, ou si les projets d'aménagement, de mise aux normes, d'extension ne sont pas en zone A, eh bien c'est le blocage direct pour l'exploitant, et ce sont des incidences importantes. Donc on les a sollicités par le biais de cette réunion pour répondre de façon déclarative, exploitation par exploitation, sur leur état des lieux et puis leurs besoins. Et donc ça nous permettra de mettre à jour le document graphique du règlement. Ça, c'est une première entrée qui était vraiment importante. Ça permet aussi de rencontrer des personnes qui sont toujours assez sensibles au développement du projet urbain. Je vous ai parlé de limitation de la consommation foncière. Vous savez que maintenant, on a des instances qui arbitrent toute consommation de terres agricoles ou naturelles. Donc, on a des comptes à rendre. C'est l'occasion aussi d'expliquer comment on travaille pour pouvoir émettre un projet plus raisonnable par rapport à ça. En ce qui concerne l'activité, plus particulièrement sur Luçon, donc j'ai parlé de Natura 2000. Natura 2000, normalement, est à placer entièrement en zone naturelle, donc en zone protégée. Et on a une technique qu'on appelle le fenêtrage, c'est-à-dire que dans cette zone naturelle, on fait des petits encarts de zones agricoles pour les exploitants, pour reconnaître leurs installations et leurs projets. Donc ça va être le travail de réadaptation de ces fenêtrages. Et puis en même temps, on évalue les incidences que ça pourrait avoir sur l'environnement, puisque si on est en Natura 2000, c'est que, voilà, par principe, on est sur les espaces les plus sensibles. Le deuxième axe, plus fort peut-être encore, pas forcément au niveau du bâti, mais au niveau des terres, c'est autant on doit limiter la consommation foncière pour l'urbanisation, voire à redélimiter les secteurs d'urbanisation futurs. Là, on n'est pas sur un projet qui remet en question les directions de l'urbanisation future au niveau spatial, mais peut-être qu'en nombre d'hectares, il faudra être plus raisonnable. Parallèlement à ça, on avait, dans le PLU précédent, placé en zone agricole certains secteurs dans ce qu'on appelle l'agricole inconstructible. C'était des secteurs, alors c'était de la zone qui s'appelait AB pour Luçon, des secteurs qui étaient autour de la zone urbaine et qui venaient un peu garantir les franges urbaines. Pas pour dire quel sera le développement demain, mais pour éviter que des exploitants viennent se mettre des installations trop au contact de la zone urbaine et demain en subissent les conséquences. Bon, on se rend compte aujourd'hui qu'on a un domaine d'activité qui est
beaucoup mieux informés et beaucoup mieux accompagnés, à commencer par l'espace consulaire. On a des chartes de bonne conduite sur la gestion de l'agriculture et les déclinaisons dans les documents d'urbanisme. Donc on a quand même plus de matière pour que chacun puisse comprendre qu'on ne met pas un bâtiment d'élevage à 50 mètres d'un lotissement qui s'est fait, quoi. Donc du coup ces zones A inconstructibles sont moins nécessaires. On a moins besoin de poser des garanties pour chacun. Donc l'idée c'est de les réduire le plus possible, voire peut-être qu'on ira jusqu'à la suppression, on verra. De façon à redonner quand même une lecture plus simple du zonage, et aussi parce qu'elles étaient tellement dimensionnées qu'à certains endroits le projet agricole n'aurait peut-être pas été si pénalisant que ça, ni d'un côté ni de l'autre. Donc il faut pouvoir l'autoriser. On fait la nuance aussi entre certaines installations qui sont pour du stockage, d'autres installations qui sont pour de l'élevage, qui ne génèrent pas les mêmes distances à respecter, etc. Enfin, ce sont des thèmes qu'on a eu l'occasion d'aborder avec les exploitants qui étaient venus à cette réunion, et puis sur quoi donc on va continuer à travailler. Pour le volet agricole, il y aura aussi, mais là c'est sur la phase réglementaire, une poursuite sur le contenu du règlement, de façon à ne pas avoir un règlement qui, de par ce qu'il autoriserait, entrerait en contradiction avec l'enjeu fondamental, ne doivent pas amener à déséquilibrer le financement des équipements. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Et que les projets qui sont un peu plus raisonnés, comme on essaye de l'avoir là, permettent moins de surprises en matière de déploiement des équipements. Donc on a des projets qui ne sont pas terminés. On a aussi une particularité, c'est que certains équipements vont eux-mêmes avoir une évolution peut-être différente au cours de la décennie à venir, soit qu'ils ne peuvent pas continuer à évoluer sur place. Donc ça, c'est des choses qu'on a commencé à identifier. Et donc dans ces cas-là, il faut prévoir de l'alternatif avec des sites sur lesquels il pourrait y avoir du déplacement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en cas de mutation ? Et puis, on l'a cité, il est vrai, le réaménagement du quartier du port. Alors, je tiens à m'en expliquer. C'est une technique qui est importante. C'est-à-dire qu'on a une procédure actuellement pour l'aménagement de ce quartier, qui est une procédure de déclaration de projet, puisqu'on est sur de l'intérêt général avec un équipement intercommunal qui est projeté, mais pas seulement un équipement, hein, c'est tout un aménagement autour. Mais il est important que lorsqu'on est sur des projets aussi récents, et là on est vraiment sur du parallélisme de procédure, hein, il est important que le PADD du PLU le reconnaisse. Voilà. Donc c'est pour ça que même si ce projet fait spécifiquement l'objet d'une procédure à part, on en parle quand même dans le dossier de PLU, parce que c'est structurant, c'est stratégique à l'échelle de la ville, c'est une entrée de ville, c'est qualifiant par rapport à votre image, etc. Enfin, vous êtes tous d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Je vous rassure, on est tout à fait d'accord sur un projet de réaménagement du quartier du port. Voilà. Après, le projet, on en discutera. Mais oui, voilà, sur le contenu. Sur le principe, on est parfaitement d'accord. Mais sur l'aspect fondamental à requalifier et à redynamiser cet espace, c'est certain. Alors la consommation foncière qui vient ensuite, sur la diapo suivante, merci. J'ai mis des illustrations. Vous en avez une qui vient de chez vous et les deux autres non. Je vous laisse chercher. Bon, au-delà des illustrations qui ont l'intérêt qu'on a envie de leur porter, parce que parfois ça ne renvoie pas toujours à des choses auxquelles on s'identifie. Aujourd'hui, la problématique, c'est la suivante. Le Grenelle pose comme condition d'explorer ce qui reste constructible et en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, de déterminer si ce qui reste constructible est suffisant.
Alors nous avons réalisé cet exercice. Difficile. Parce que à chaque fois qu'on trouve un secteur, on dit « Ah, il n'est pas bâti », évidemment, on trouve assez rapidement les raisons pour lesquelles il n'est pas bâti. Alors, il y a des raisons qui ne sont pas éligibles. Hein. C'est-à-dire, le propriétaire n'a pas envie. Bon, bah, soit, oui, c'est sûr. Sauf qu'après, nous, on travaille sur de l'intérêt collectif. Donc, l'intérêt collectif se détache de l'intérêt particulier et ne peut être lu par les personnes publiques associées, par exemple, comme étant justifiable. Donc de là, on essaye d'être plus objectif. Quand on se rend compte qu'on a un ensemble de terrains sur lequel on n'a pas de possibilité de donner de l'accès pour les véhicules, voire même parfois pour les piétons, là, c'est logique de laisser tomber. Donc ça veut dire que sur un certain nombre d'îlots qu'on a passé en revue en commission, ceux sur lesquels on a admis qu'il y avait du projet possible feront l'objet d'orientation d'aménagement. Dans la plupart des cas, pour du projet d'ensemble, mais en tout cas des orientations d'aménagement à respecter. Et puis, ceux sur lesquels on n'a rien dit, eh bien, c'est que ce sera bien malin celui qui pourra faire un projet, parce que bah, visiblement, c'est pas possible. Ça veut dire que derrière, on a comptabilisé, alors sans rentrer dans le détail, mais on a commencé à s'intéresser au fait de savoir si la zone urbaine permet de répondre aux objectifs. Alors non, on n'a quand même pas suffisamment de potentiel pour échapper aux extensions d'urbanisation. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on est attendus tous. C'est là où l'exercice est difficile pour tout le monde en ce moment. Hein. On est attendus tous sur la mesure qu'on va donner. Et autant sur les localisations de l'urbanisation future, on est toujours en cohérence et en accord avec ce qui avait été fait précédemment, autant en termes de limites, peut-être que les secteurs auront à être revus à la baisse. Voilà. Et ça, je dirais de façon indifférente. Hein, il n'y a pas de priorisation donnée plus à l'un qu'à l'autre, à moins qu'un projet permette d'obtenir plus de garanties sur sa maîtrise, mais autrement, voilà, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Il faut optimiser aussi. Ça suppose que on a beaucoup parlé de densité. Là non plus, c'est pas facile. C'est-à-dire que quand on a eu l'habitude, et on l'a tous fait, et même moi, la première, de laisser faire, en se disant, bah voilà, les gens aiment certains types de projets, nous, on met du foncier à disposition pour ce que les gens aiment, et puis on voit au fur et à mesure s'il faut redonner des disponibilités foncières. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On est conduit de toute façon par des niveaux de densité qui sont fixés à un niveau supracommunal, et on s'est attaché à anticiper ce que pourrait nous dire un PLH ou un SCOT demain. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas évident, parce que c'est supposé qu'on part sur les bons taux d'occupation. Donc nous, en tant que bureau d'études, on n'a pas souhaité conduire la ville sur des densités trop fortes, et en même temps, il était nécessaire de les renforcer. Donc là, pour le moment, on en est à ce taux qui serait de 18 logements à l'hectare minimum, qui est déjà un grand pas pour une commune comme Luçon. Évidemment, ça dépend des quartiers. Si vous avez certains quartiers très anciens dans le centre, où à l'échelle du pâté de maison, vous avez plus de densité, mais quand on y adjoint le dimensionnement des espaces publics, bah, pas du tout. Et puis dans les opérations récentes, pas forcément les plus récentes, mais enfin on va dire sur les 20, 30... Je voudrais apporter une petite information. Oui. On parle de 18 logements à l'hectare. Oui. Actuellement, nous sommes à 12-13 logements à l'hectare. Oui, c'est pour ça que je dirais que c'est un grand pas. Oui. Donc il y a un grand pas à faire. Oui. Monsieur Gachet a raison de le Quand on dit préciser. 18 logements à l'hectare, on est sur une notion de moyenne par Alors rapport voilà, à quoi? je voulais vous le préciser. De moyenne par rapport à quoi? C'est pas une moyenne. C'est une moyenne parce qu'on peut faire des péréquations.
Alors, C'est-à-dire qu'on peut avoir des terrains plus grands dans un secteur et on peut peut-être faire du collectif dans un autre secteur. Donc on peut faire des répercussions et c'est la moyenne qui va être retenue. alors, c'est une moyenne sur un minimum. C'est là où c'est peut-être un peu compliqué. Monsieur Gachet a raison. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va faire l'addition des surfaces dédiées au projet, il faut qu'en moyenne, la densité minimale demandée sur l'ensemble de ces secteurs soit de 18 à l'hectare. Non, sur l'ensemble. Sur l'ensemble, vous voyez, vous pouvez avoir un secteur qui sera à 15 logements minimum à l'hectare, un secteur qui sera à 20 logements minimum à l'hectare, un à 25, etc. Et quand vous faites la péréquation de tout ça, on va être à 15 logements à 18 logements minimum à l'hectare. D'accord ? La deuxième chose qui est importante, c'est de quel type de densité parle-t-on ? On parle de densité brute. On ne parle pas de densité nette. Ça veut dire que le pas est d'autant plus grand. La densité brute, c'est par rapport au périmètre de l'opération. C'est-à-dire qu'on ne déduit pas les espaces communs, on ne déduit pas la voirie, d'accord ? Elle est bien, le foncier qui lui est réservé est bien pris en compte dans l'assiette foncière pour le calcul. Si on ramène le ratio uniquement aux espaces cessibles, ça vous fait plus que 18 logements à l'hectare. D'accord ? Ça peut faire 20 ou 22. Quand vous dites la voirie, est-ce que ça comprend par exemple les espaces verts qui peuvent être mis dans un parc ? Ça comprend aussi les espaces verts. Voilà. Ça veut dire que ça contraint la surface d'espace vert. Ça contraint à être raisonnable aussi de ce côté-là. Je parle d'espace vert public, oui. Oui, voilà. Alors ensuite, il y a quand même des choses qu'on peut déduire qui sont des éléments non fonctionnels dans l'aménagement, du type les zones humides, caractérisées. Il faut qu'elles aient été identifiées au document d'urbanisme ou par un dossier loi sur l'eau. Donc ça peut venir après le PLU, mais en tout cas les zones humides sont déduites du calcul de densité. Et quand on a des reculs dus à la loi Barnier, donc sur les axes type contournante, on a un retrait qui est important. Ce retrait, si on ne souhaite pas demander sa diminution, on peut effectivement déduire toute la partie de terrain qui est comprise dedans du calcul de la densité. Bon, au-delà de ces considérations techniques qui sont très importantes pour les opérateurs et puis aussi pour voir l'effort qu'on produit, je pense que même si je vous parlais de densité nette à 18, c'est déjà un changement. En sachant qu'on parle de densité brute, ça l'est encore plus. Alors, on peut moduler suivant les secteurs, puisqu'évidemment, suivant la configuration des terrains et leur situation dans la ville, tous n'ont pas vocation à accueillir le même niveau de densité. Mais bon, ce qui est important, c'est la combinaison. Alors, une question qui revient très souvent, pas tellement quand on en est au débat, mais plutôt en réunion publique, c'est est-ce que demain, si je suis porteur d'un projet qui ne fait pas l'objet d'orientation d'aménagement, donc en dehors des secteurs stratégiques, est-ce qu'on va me demander cette densité ? Alors non. Donc ça renvoie encore plus de responsabilités sur les secteurs où on a fait des orientations d'aménagement. Et voilà aussi pourquoi, enfin c'est une des raisons pour lesquelles on fait plus d'orientations d'aménagement, plus systématiquement qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait peut-être des ensembles de terrains, quand on était sur 5000 m² d'assiette foncière, on ne proposait pas d'orientation d'aménagement. Et aujourd'hui, on va pour certains en proposer. Voilà. Alors, je voudrais juste ajouter que cette histoire de densité sur les opérations est quelque chose qui est par contre très important par rapport à l'orientation qu'on va avoir demain. Alors il y a une orientation qui nous est donnée quand même par le Grenelle de l'environnement et qui fortement nous amène à ce genre de choses-là. C'est aussi une volonté de la manière dont on va développer et demain densifier donc notre habitat. Ça demande quand même énormément de réflexion. Vous voyez que c'est excessivement technique et la conclusion n'est pas forcément évidente. Moi, je suis très attaché à ce qu'on ait là-dessus un débat qui soit un débat très ouvert et une modulation possible que l'on se réserve parce que c'est quand même quelque chose qui est, en effet,
qui peut changer profondément la configuration de notre ville demain. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, ça conduit à avoir un document plus opérationnel que le précédent. Le précédent étant tout à fait dans la philosophie des documents d'urbanisme qu'on avait l'habitude de produire. Aujourd'hui, on a une particularité peut-être dans notre entreprise aussi et qui nous force sur notre mission de conseil, c'est qu'on fait nous-mêmes, on participe nous-mêmes à la conception de projets urbains et on a parfois des difficultés à proposer des projets qui soient bien cadrés par rapport notamment aux attentes du Grenelle, quand dans les documents de planification, on n'a pas eu des préalables dans ce sens. Donc du coup, c'est quand même intéressant de pousser l'exploration à ce niveau, dès maintenant, en étant conscient des difficultés que ça représente et du fait que du coup, le portage de projet ne renvoie pas forcément au même type de personnes qu'autrefois. Donc il faut là encore équilibrer parce que il faut être conscient qu'une collectivité ou un opérateur ne va pas s'intéresser à tout type de secteur. Il y a aussi des secteurs qui continuent à avoir vocation à partir portés par des gens qui ne sont peut-être même pas tout à fait des professionnels. Voilà, donc sur cette question de la densité, je reviens aussi à ce qu'on disait sur les formes urbaines tout à l'heure, sur l'attractivité, les différents produits qu'on peut proposer et qui peuvent intéresser différentes catégories de population et de tranches d'âge. Bien qu'on ait souvent des surprises, parce que dans le remplissage des programmes, les programmes très développement durable et dense n'intéressent pas forcément les jeunes populations. Donc ce sera un équilibre difficile à trouver. Hein. Vous avez une question ? Une question. Oui. Sur le foncier, parce que je vois ne pas ouvrir les nouveaux secteurs à l'urbanisation. Je voulais savoir ce qu'il en était de la ZAC Bois-Luneau, puisque vous deviez avoir une réponse. Oui, alors, la ZAC du Bois-Luneau. Si on refait autre chose dessus. Alors bon, déjà, si c'était annulé, vous seriez au courant, parce qu'il faudra une décision du Conseil. On est sur un dossier qui a été créé. Hein, donc cette ZAC, pour le moment, elle a une existence juridique. La question qui a été posée, c'est quel est le contenu du programme, quel est son périmètre. Donc là, on a repris contact avec l'aménageur et on va pouvoir retravailler sur ce programme pour redéfinir des contours de projet et du contenu qui correspondent à ce qu'on peut projeter demain. Sachant que le projet, tel qu'il avait été défini, était sur un périmètre et sur on va dire des surfaces de mètres carrés, puisque les ZAC, ce n'est pas un nombre de logements, même si dans le dossier c'est établi comme tel, c'est surtout un nombre de mètres carrés qui ne correspondent plus à ce qu'on peut envisager aujourd'hui si on veut équilibrer. Donc ça veut dire revoir le périmètre. Alors pour le moment, c'est pas statué. Si jamais on se rend compte que c'est compliqué, eh bien il faudra en discuter. Au moins le contact est réétabli, ce qui est déjà une bonne chose. Et on doit travailler ensemble. Sur la ZAC du Bois-Luneau, je voudrais rappeler un petit peu l'historique, parce que il faut bien l'avoir à l'esprit. C'est-à-dire que quand on a lancé la ZAC, on a pris un aménageur pour lequel on a donné un mandat d'acquérir et de faire la réserve foncière. Cette réserve foncière était pratiquement arrivée à son terme jusqu'au moment où il y a un autre opérateur qui est venu faire du dumping d'argent dessus. Et malheureusement, un certain nombre de propriétaires se sont retirés et sont restés sur la valeur du mètre carré qui avait été proposée par la personne qui avait fait du dumping et qui s'est retirée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'aménageur est dans l'incapacité de pouvoir proposer cette acquisition du foncier au prix auquel il avait été proposé, donc il y a quelque temps, alors la crise entre-temps, etc. Mais aussi, vous savez, quand on a mis ça dans l'esprit des gens, c'est excessivement difficile de revenir en arrière. Donc c'est vrai qu'il y a un moment ou un autre, ne serait-ce que pour la viabilité du projet, il faudra certainement qu'on revoie la surface à la baisse, de manière à ce que l'aménageur puisse pouvoir acquérir.
Ah oui, alors il y aura tout, hein, parce qu'entre-temps, il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu quand même pas mal de choses. Et donc, en effet, il y aura une révision qui sera une révision certainement à faire du fait de l'évolutivité et de l'historique de cette ZAC, mais aussi du règlement. Voilà. Et sachant, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que les questions de rétention ne sont pas justifiables. Donc du coup, voilà, ça conduit les collectivités à se positionner fortement par rapport à ce type de programme, puisque, en toute logique, à partir du moment où on est dans ce type de périmètre, on sait que c'est de la mise à disposition foncière, et ce n'est pas l'inverse. Alors, sur la question des déplacements, on en a déjà parlé un petit peu. Il y a des choses qui rejoignent déjà les enjeux qu'on a abordés. L'idée que l'amélioration des déplacements, eh bien, ça se fait par de la voirie, des liaisons douces, c'est pas une découverte. Par contre, de faire en sorte que déjà, à partir du PLU, on trouve de bonnes connexions avec le maillage existant. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire il faut une liaison douce dans ce programme si derrière elle se raccroche à aucun parcours. C'est pareil pour la voirie. Hein. Les modalités d'accès à un projet doivent tenir compte de l'état de la voirie autour, des modalités de circulation. Est-ce qu'il y a de la dangerosité? Est-ce qu'il faut aménager la voirie, de redonner de la lisibilité sur des intersections de voies, etc., pour garantir une bonne desserte. Donc ce sont déjà des indications de cet ordre-là. L'offre dans la ville d'espaces qui soient davantage dédiés aux piétons, donc c'est le rappel de Monsieur le maire tout à l'heure, c'est une volonté, c'est quelque chose qui dépasse complètement l'échéancier du PLU quand j'ai parlé des 10 ans. Alors là, il faut être conscient qu'on travaille vraiment pour presque les arrière-petits-enfants. Parce que, si, quand même, il y a des choses qui vont être mises en œuvre assez rapidement, et d'autres, c'est bien, je vous fais sourire, et d'autres qui, en définitive, vont se faire au fur et à mesure de l'évolution de la trame urbaine. Donc on a un tissu urbain très patrimonial sur Luçon. Il n'est pas question d'aller faire des tranchées à la Haussmann, hein, je vous rassure. Et c'est pour ça que je vous dis c'est du très long terme, parce que peut-être qu'un certain nombre de propositions que nous ferons ne trouveront pas le réalisme dans les modes opératoires demain. Donc voilà, il faut savoir doser et ne pas en mettre de trop. En tout cas, ce qui paraît intéressant, c'est de travailler sur les logiques de déplacement. Donc c'est pour ça que nous, on a commencé à regarder îlot par îlot, quelles étaient les distances entre chaque cheminement piéton, et à partir d'une certaine distance, comment on pouvait recréer transversalement d'autres cheminements, et ça sera présenté par la suite. Les déplacements, c'est pas seulement dans la ville, c'est hors la ville aussi. Et en ce qui concerne les liaisons douces, on parle souvent des sentiers de randonnée. Bon, c'est quelque chose évidemment sur le territoire de Luçon qui est intéressant, puisque on a des parcours déjà de découverte, notamment dans les marais, mais pas seulement. Là, on a proposé quelque chose d'un peu différent. On s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de proposer un parcours de transition, c'est-à-dire de s'appuyer sur les limites de la ville et celles du marais pour faire un sentier de découverte, alors qu'on n'a pas tracé. Hein. Là, on n'en est qu'aux grandes orientations, mais qui permettrait effectivement donc de créer quelque chose de différent, c'est-à-dire à la fois entre l'urbain et le naturel, et de faire le lien entre les deux. Et puis dans les déplacements, ce qui rejoint l'objectif suivant sur le qualitatif des projets, on aura aussi des préconisations sur les entrées de ville, en sachant que le dossier de PLU, ce n'est pas un dossier
spécifiquement d'entrée de ville, il y a des études appropriées pour cela, mais on a déjà relevé un certain nombre de points d'amélioration par la signalétique, par le végétal, qui serait bon à prendre en compte. Mais là encore, il y a des choses qui sont en cours, donc voilà, on est toujours dans l'action. Alors c'est toujours la difficulté dans le PLU de dire est-ce qu'on en parle s'il y a déjà des choses qui se font? Oui, si, quand même. Et puis, dans les secteurs stratégiques de projet, le qualitatif, c'est comment on peut l'atteindre? C'est en donnant des indications aux porteurs de projets pour avoir une prise en charge intéressante, différente. Je pense à la possibilité d'avoir des formes architecturales plus contemporaines qui permettent l'utilisation de matériaux renouvelables et pérennes. Je pense à la possibilité d'avoir des toitures végétalisées. Je pense à la possibilité d'avoir des ouvrages de stockage des eaux pluviales, etc. Enfin, des choses qui sont très difficiles à prescrire lorsqu'on est sur l'espace déjà urbanisé, mais qui, dans les nouveaux projets, peuvent se mettre en œuvre plus facilement. Alors justement, sur la diapo suivante, excusez-moi, un petit peu d'attention, on arrive vers la fin quand même. Vous avez cette carte que vous avez également en papier, qui est peut-être un peu plus lisible en papier. On a essayé de mettre peu d'informations dessus, de façon à ne pas vous noyer sous les informations. Ce qui est important, c'est qu'on l'a zoomé sur la zone urbaine, puisque en termes de développement, de déploiement, c'est uniquement là que les choses se passent. Vous avez des aplats de couleurs en bleu qui représentent des secteurs d'équipement, en violet l'activité, et puis par défaut, tout le reste se veut relativement mixte avec une dominante habitat. Les projets stratégiques dont j'ai beaucoup parlé sont les secteurs qui sont encadrés en rouge, qui sont numérotés, et sur lesquels vous aurez demain des orientations d'aménagement. Tous ne seront pas forcément des secteurs disponibles à court terme. Ça sera le cas pour les zones qui sont déjà en U. Et puis les zones qui ne sont pas en U actuellement, eh bien, il faudra réfléchir aux termes qu'on souhaite leur donner dans le temps, sachant que pour certains, c'est difficile à aménager tout de suite. Vous avez des flèches rouges et violettes. Le rouge s'apparentant à la thématique de l'habitat, le violet à l'activité, pour vous donner les directions qu'on conserve sur l'urbanisation future. Si vous regardez le plan, tout à l'heure vous regarderez le plan qui est accroché au mur, on reste cohérent par rapport au PLU actuel. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est pas de remettre en question la localisation, c'est de remettre en question la limite, au-delà de laquelle on ira ou pas. Donc, on reste sur un projet qui est assez équilibré avec des contraintes qui sont Natura 2000 en partie sud, donc il n'y aura pas d'extension d'urbanisation en partie sud, ça c'est sûr. En partie nord, un captage de Sainte-Germaine, protection de l'eau, qui fait que là encore, on est vite confronté à l'arrêté de protection et pas de possibilité d'extension de ce côté-là. Et on a le projet de contournement qui vient structurer l'espace et qui marque une délimitation qui deviendra presque naturelle dans l'enveloppe urbaine. Donc on reste sur quelque chose qui a beaucoup d'analogies avec le PLU en vigueur et qui vient simplement redonner peut-être plus de lignes de force quand on zoome sur les secteurs, et puis des proportions différentes sur la mise à disposition foncière. Ça me permet d'aborder le dernier thème et de vous relaisser la parole sur la prise en compte des enjeux environnementaux, puisque on a donc un site Natura 2000 qu'on est censé prendre en compte dans le PLU. Alors c'est quelque chose qui donc passe à la fois par la protection et du coup par l'absence d'urbanisation future sur cet espace. On a un autre enjeu qui est la protection des zones humides.
Sur Luçon, mis à part tout l'espace de marais qui est très conséquent, mais qui se superpose au site Natura 2000, en dehors de cet espace, on a eu un inventaire complémentaire qui nous permet d'avoir 3 petits secteurs en plus à protéger. Je tiens à dire que l'inventaire des zones humides, ça n'est pas exhaustif. Ça veut dire que cet inventaire, on est obligé d'en tenir compte dans le PLU, mais ça n'évite pas les dossiers loi sur l'eau et les sondages pédologiques dans le cadre des projets, puisque suivant la réglementation à laquelle on est soumis, on peut être amené à réexplorer de façon plus précise, sachant que voilà. Donc on peut retrouver encore un peu plus de zones humides dans le cadre des projets, comme c'est le cas par exemple justement dans la ZAC du Bois-Luneau, on a toute une coulée en zone humide. On a la protection du captage, ça j'en ai parlé, on profite de la révision générale pour intégrer l'arrêté avec les restrictions qu'il comporte, puisque là c'est directement à prendre en compte dans les permis qui pourraient être sollicités. Alors ça concerne plutôt le milieu agricole, puisque vu la position du périmètre, on est hors la ville, et comme on ne va pas urbaniser pour les exploitants, l'ouverture des dispositions réglementaires en faveur de l'environnement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est donner la possibilité dans certains projets d'avoir des choses différentes et qui sont qualitatives par rapport aux enjeux environnementaux. J'ai parlé des toitures végétalisées, mais à l'échelle d'un projet, ça peut être une gestion des eaux pluviales différentes, avec des ouvrages parfois plus naturels que des simples canalisations. Ça dépend si on peut faire de l'infiltration ou pas. Donc on a quand même une partie du territoire qui est calcaire. C'est peut-être pas évident de toujours infiltrer. Voilà, il y a un certain nombre de dispositions qui sont dues à l'accompagnement par le Grenelle de l'environnement. Et puis, j'en ai pas beaucoup parlé de façon volontaire parce que je me suis dit que l'idée c'était de ne pas donner à penser que cette partie de la mission était lourde de conséquences par rapport au projet, c'est l'évaluation environnementale. L'évaluation environnementale, c'est une chose relativement simple finalement, c'est reconnaître des enjeux, être capable de les détailler sur les secteurs où on a du projet, pour voir si on génère des incidences, et de là fournir des préconisations de bon sens qui vont soit vers la protection stricte de l'enjeu, soit vers l'accompagnement pour avoir des projets plus respectueux, plus responsables. Donc c'est essentiellement de l'aide à la décision. Simplement, nous, dans notre façon de travailler, ça nous conduit à une méthodologie un peu différente de ce qu'on avait eu l'occasion de faire précédemment. Voilà. Écoutez, pour ma part, je vous remercie. De débats enrichissants qui ne sont pas terminés, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Mme Sarrazin. Est-ce qu'il y a des questions, des propositions, Non, je crois que le débat, on l'a mené en même temps, et il était intéressant, instructif, et je remercie aussi votre prestation qui nous éclaire par rapport à ces projets. Il est évident qu'il y a des axes sur lesquels on se retrouve parfaitement au niveau des choses que l'on souhaite mener. Il y a des différences de point de vue sur des localisations précises, sur des implantations, sur des stratégies à mener. Et ça, c'est normal, c'est le jeu de la démocratie. Et on aura l'occasion d'en parler à d'autres moments. Oui, alors tout à fait. Moi, je voudrais juste conclure en espérant que vous preniez acte que la présentation a eu lieu. Bon, on sent que les différences sont quand même relativement minimes par rapport à l'ensemble et à l'ampleur du projet. Je crois que pour revenir sur notre discussion initiale, la durée de l'exposé, la richesse des échanges que nous avons pu avoir au niveau de cette présentation montre l'importance et la nécessité que l'on avait à engager ce type de modification. On n'est pas ici, et c'est là qu'il faut bien comprendre, sur quelque chose qui va orienter seulement les 10 prochaines années. On élargit largement
Madame Sarrazin a parlé des arrière-petits-enfants. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est beaucoup plus proche que pour les plus jeunes. Hein, puisqu'on nous a pointé du doigt tout à l'heure. Mais je veux dire par là que aujourd'hui, je crois que nous avons intérêt à insuffler à l'intérieur de ce PLU, et dans la discussion qu'il y avait sur le PADD aujourd'hui, c'était quelque chose qui était vraiment clair. La bonne politique que l'on doit avoir lorsque l'on est à la direction d'une ville, c'est celle de ce que sera notre collectivité, non pas dans 1 an ou dans 2 ans, c'est important le traitement immédiat, mais de l'ambition qu'on lui donne pour les 15 ans ou les 20 ans à venir. Et avoir une réflexion de fond sur cette orientation que l'on donne à l'intérieur des PLU est réellement une vision que l'on veut donner par rapport à une politique que l'on va mener à long terme. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de notre obligation d'élu, c'est-à-dire vraiment de pouvoir conduire l'urbanisme de telle manière que ça amène à la fois la qualité de vie, à la fois le développement, mais aussi ce que l'on veut de l'image de notre ville dans les années à venir. Et donc, je remercie encore Madame Sarrazin de nous avoir autant éclairé et donné de réponses avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de calme et donc surtout beaucoup de technique. Voilà, donc je vous remercie bien. On se retrouvera donc pour parler bien entendu de plusieurs détails et pour les prochaines étapes donc, qui vont nous conduire à un nouveau PLU sur Luçon. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à tous.